L'architecture agile, ça vous dit quelque chose? Eh bien, ça devrait. Parce que le développeur agile, son objectif, c'est de délivrer de la valeur, donc des changements, le plus rapidement possible à son client. Et pour ça, il faut qu'il puisse comprendre son code, il faut qu'il puisse le lire et savoir exactement quel changement il doit faire. Il doit pouvoir faire ça maintenant, mais il doit pouvoir continuer à faire ça dans le temps. Il doit donc toujours avoir un code lisible. Il doit y travailler, il doit régulièrement réorganiser son code, le refactorer à chaque étape, de façon à ce que son code reste toujours compréhensible pour lui et ses collègues. Une fois qu'il a compris son code et qu'il sait quel changement il veut faire, il peut faire ce changement et il doit ensuite pouvoir vérifier qu'il n'a rien cassé. Il a besoin de tests automatisés très efficaces qui vont pouvoir lui confirmer que tout fonctionne correctement. Alors dans ce contexte, l'architecture, c'est quoi? Eh bien, l'architecture, ça va concerner toutes les décisions qui sont difficilement réversibles. Beaucoup de décisions vont être faciles à changer par la suite, car, comme on l'a dit, le développeur agile a l'habitude de faire évoluer le design de son code de façon progressive, d'essayer des choses, de faire marche arrière, essayer autre chose. Il va avoir un design émergent. Mais il reste malgré tout des décisions qui vont être difficilement réversibles. Les décisions sur la structure de l'application en général, ou sur le projet lui-même par exemple. Certaines choses doivent donc quand même être bien réfléchies dès le début. Donc l'architecture agile, ça va être de se définir quelques règles importantes, pas trop, qui vont nous encourager ensuite à faire du refactoring pour avoir un code lisible et à faire des tests efficaces pour pouvoir modifier notre code rapidement et sans crainte. Plusieurs personnes ont cherché des solutions qui allaient dans ce sens-là. Le premier, c'est Alistair Cockburn, qui a inventé ce qu'il a appelé Hexagonal Architecture et qu'il a renommé par la suite Ports and Adapters. Jeffrey Palermo a parlé, lui, d'Onion Architecture, et Robert C. Martin a plus tard inventé une approche qu'il a appelée Clean Architecture, dans laquelle il a repris les mêmes principes et les a également enrichis avec d'autres concepts. Pour expliquer l'idée principale qu'il y a derrière ces architectures, on va prendre un exemple très simple, une application qui sert à enregistrer des factures dans une base de données. Elle reçoit donc une requête HTTP, qui vient d'un formulaire web, et se contente d'envoyer une requête SQL à la base de données pour sauvegarder la facture. Donc l'application est vraiment très simple, on a juste un fichier, c'est tout à fait suffisant pour ce qu'elle doit faire pour l'instant d'ailleurs. Par contre, avec le temps, on va probablement nous demander de faire des modifications, de rajouter des fonctionnalités, d'autres collègues vont également travailler sur ce fichier, et on va très vite obtenir un code bien plus compliqué. On va commencer à regretter d'avoir mélangé plusieurs responsabilités au même endroit. Le code qui lit la requête HTTP affiche du HTML, etc. Il est au même endroit que le code qui connaît la structure de la base de données et qui génère les requêtes SQL. Ça veut dire qu'un changement d'un côté de l'application, par exemple dans les tables de la DB, pourrait provoquer un bug dans une toute autre partie, comme la réponse HTML qu'il faut renvoyer au client. La solution classique à ce problème est le pattern d'application en couches, qui nous dit de découper l'application en plusieurs parties. Tout d'abord la couche de présentation, dans laquelle on va avoir notre projet web, mais qui va se contenter cette fois-ci de présenter les formulaires web, de recevoir les requêtes, et puis de passer l'information à une couche métier. La couche métier, elle va contenir des objets qui représentent notre domaine, comme la facture, les éléments de cette facture ou le client. Et dans ces objets, on va essayer de mettre le plus possible de logique, donc le plus possible de règles métiers. Ici, la facture pourra elle-même calculer la TVA, vérifier que toutes les informations sont bien valides, prendre en compte la localisation des clients, etc. Et à côté de ça, on va avoir une classe qu'on peut appeler use case ou commande, dont la responsabilité sera de créer les objets du domaine et puis de passer ensuite cette facture à la dernière couche, qui elle s'occupe de l'accès aux données pour qu'elle sauvegarde l'information dans la base de données. Mais les architectures qu'on a vues veulent aller plus loin que ça. Elles veulent se baser sur le principe d'inversion des dépendances, c'est le D de Solid, qui dit qu'un module métier ne devrait pas dépendre d'un module de détail. Ce sont plutôt les modules de détail qui devraient dépendre des modules métiers, et plutôt d'abstraction en réalité. Dans notre exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre module métier, qui est au centre ici, ne doit pas dépendre des modules de détail qui sont le projet web d'un côté et le projet de persistance des données de l'autre côté. Et on voit qu'on viole déjà ce principe, puisqu'on a justement une flèche qui va du module métier vers le module qui contient Invoice Repository. Ça veut dire que le module métier connaît ce module, il sait exactement comment l'appeler et comment l'utiliser. Concrètement, dans Create Invoice Command, on va avoir un Using Invoice Repository ou un Import Invoice Repository. Et un changement dans le module de détail va probablement impacter le module métier. Une recompilation du module de détail va forcer une recompilation du module métier. Donc on a vraiment des impacts qu'on va vouloir éviter. La question est, comment est-ce qu'on va faire ça? Puisque le flow d'exécution, qui est représenté ici par les flèches vertes, restera toujours le même. La requête de l'utilisateur, qui sera reçue par le point d'entrée du système, passera au travers des différentes couches et arrivera dans la base de données, ça doit rester comme ça. Par contre, ce qu'on peut changer, ce sont les dépendances du code. On peut introduire une abstraction, une interface, dans le module métier. Et ça c'est très important, l'interface appartient au module de métier. Cela veut dire que Create Invoice Command peut tout à fait dépendre de cette interface, l'utiliser pour déclarer
au travers de cette interface, je veux sauvegarder une facture, il a le droit de dépendre de cette interface car elle appartient au même module et cela ne pose donc aucun problème. C'est après au module de détail de venir déclarer qu'il implémente cette interface et de dire « moi, je peux sauvegarder une facture selon cette interface-là ». C'est donc le module de détail qui doit connaître cette interface, qui doit savoir comment l'implémenter, et le module métier n'a pas besoin de connaître le module de détail. Il n'a pas besoin de savoir qui va implémenter son interface. Il a juste besoin de savoir qu'il peut sauvegarder la facture au travers de cette interface. On a bien une inversion de la dépendance, puisque c'est maintenant le module de détail qui dépend du module de métier. C'est le module de détail qui connaît le module de métier. On voit donc que la flèche rentre dans le cercle au lieu d'en sortir. On va vouloir appliquer le même principe de l'autre côté, mais on voit qu'on n'a pas le même problème. De l'autre côté, le module de détail dépend déjà du module métier. Ce n'est pas le module métier qui connaît le module de détail. Par contre, on a dit qu'on voulait dépendre d'abstraction, et donc on va quand même créer une interface de façon à ce que notre projet web puisse l'appeler et ne plus directement appeler l'implémentation. Create Invoice Command va alors implémenter cette interface, et ça nous permet de découpler un peu plus les deux modules et d'avoir plus de liberté pour modifier l'intérieur du module métier. Le projet web ne devrait pas dépendre de la façon qu'on a choisi pour implémenter l'intérieur du module métier. Dans la terminologie Hexagonal Architecture, les interfaces qu'on a créées de chaque côté s'appellent des ports, et chaque port a un adaptateur. Ici le projet web qui va appeler le port, et de l'autre côté Invoice Repository qui va être l'adaptateur pour la persistance des données. On voit aussi que les deux ports qu'on a créés ne sont pas exactement les mêmes, puisqu'il y en a un qui va se faire appeler, qui va donc être le point d'entrée de notre module métier, alors que l'autre ne fait que s'exécuter suite à un appel pour communiquer avec des modules externes. Il va chercher des informations dans un fichier, il va sauvegarder des informations dans une base de données, il va appeler un service web, il peut loguer une information. Tout ça toujours dans le cadre de l'appel initial qui a été fait au port d'entrée. On va parler de port primaire et de port secondaire. Et comme on l'a vu, la solution appliquée n'est pas la même dans les deux cas. C'est intéressant de bien remarquer qu'on a créé une interface pour chaque interaction entre notre module métier et l'extérieur. Et aussi que toutes les flèches pointent vers le module métier, jamais l'inverse. En d'autres termes, dans le code de notre module métier, on ne voit jamais HTTP, ASP.NET, SQL ou Entity Framework. On ne voit que de simples objets C# ou Java qu'on a créés nous-mêmes et qui concernent notre domaine. À partir de là, on va pouvoir se dire que si par exemple on a besoin d'enregistrer des factures en batch pendant la nuit, on pourra créer une application console qui va elle aussi appeler le port primaire Create Invoice. Et donc on va avoir plusieurs adaptateurs qui utilisent les interfaces de port primaire sans que cela nécessite la moindre modification dans le module métier. On réduit donc les risques d'erreur et l'effort pour le faire. Si on pousse le concept plus loin, on peut se dire que nos tests XUnit sont eux aussi des adaptateurs primaires et qu'ils vont pouvoir appeler cette interface d'entrée de la même façon que le feraient les autres adaptateurs. Ils vont même pouvoir créer un mock qui implémentera le port de sortie à la place de Invoice Repository, et cela permettra d'éviter que les connexions soient faites à la base de données, tout en laissant le test vérifier par la suite que la facture qui aura été envoyée contient bien les données prévues. Cette situation est idéale. Le test n'enregistre rien dans la base de données, ne dépend de rien d'autre que son propre code et peut donc s'exécuter dans un seul processus en mémoire. Il se comportera de la même façon sur ma machine, sur celle de mes collègues ou sur le serveur d'intégration continue. Il est donc rapide et fiable. En plus, ce test va vérifier l'entièreté du code traversé dans le module métier. Les objets du domaine, la commande, les interfaces. Mais il ne vérifie que le comportement de ce code au travers des interfaces d'entrée et de sortie. Il ne vérifie jamais la structure interne du module métier. Cela nous permet donc de refactorer tout ce qu'on veut, d'essayer n'importe quel refactoring interne au module métier, par exemple d'essayer de découper l'objet de facture en deux objets différents et de voir ce que ça donne. Et on peut essayer sans prendre aucun risque car on est assuré que l'application se comporte toujours de la même façon après notre changement. Ces tests ne sont jamais un frein à la modification car ils ne dépendent pas directement des objets concrets et ne doivent donc pas être modifiés à chaque fois qu'on modifie ces objets. En conclusion, ces types d'architecture vont nous encourager à faire des tests automatisés très rapides et très efficaces. Des tests qui soutiennent le refactoring et qui vont donc nous aider à avoir un code toujours lisible puisqu'on peut retravailler le code très facilement à chaque fois qu'on en a besoin. Elles encouragent une meilleure séparation entre les détails et les règles métiers, qui sont la partie la plus importante de notre application, et cela permet donc de réduire encore des bugs potentiels. Et enfin, le design du module métier va pouvoir évoluer de façon totalement émergente, car il est très facile d'introduire de nouveaux concepts progressivement, il n'y a pas besoin de tout prévoir à l'avance.